Les machines logiques sont faites pour valider des conclusions de syllogismes. En quelque sorte, elles calculent des conséquences de raisonnement. Le genre de fantaisie théorique qui n'a aucune application? Pas forcément. Sauf bien sûr si on insiste pour entretenir le dialogue de sourds entre théorie et application. Jevons, c'est ce jeune homme. Né à Liverpool, il avait par suite de problèmes familiaux accepté de partir à Sydney, en Australie, avant d'avoir fini ses études. À Sydney, il était a Sayer of the Mint, quelque chose comme testeur officiel de métaux. Le voici avec ses outils de travail. La ruée vers l'or dans l'état de Victoria en Australie avait commencé en 1851 et en 1854, on avait toujours besoin de bras pour organiser un peu tout ça. Jevons était un jeune homme curieux et très ambitieux, persuadé qu'il devait tout faire pour laisser sa trace en ayant participé au bien de l'humanité. Sur le bateau, en allant en Australie, il avait eu le temps de regarder le ciel et en avait déduit quelques observations sur les nuages. À Sydney, il avait continué les observations météo qu'il publiait régulièrement. Et il avait même inventé une machine à fabriquer des nuages et en avait publié le principe. C'était un passionné de photographie. Il amenait son appareil et ses plaques sur les sites miniers et il faisait même des photos en relief. Son métier l'ayant amené à réfléchir au système monétaire, il avait étudié les théories économiques du temps et s'était fabriqué sa propre théorie. De retour en Angleterre en 1859, il commence par reprendre les études qu'il avait interrompues. Il trouve ensuite un poste de professeur, d'abord en économie politique, puis à partir de 1866 une chaire de logique et de philosophie morale et mentale. Cela ne l'empêche pas de continuer à réfléchir autant qu'il fait. Il est persuadé qu'il y a une période d'environ 10 ans dans beaucoup de phénomènes, et il en déduit une explication bien à lui des crises économiques. Elles ne peuvent être provoquées que par les taches solaires. Tant qu'il y est, il reprend les données de Ground sur la peste. Et bingo, c'est à nouveau la faute des taches solaires. Justement, un matin de 1860, le soleil brille tant qu'il peut et entre dans sa chambre. Il y a dans mon esprit la claire conscience du fait que j'étais le découvreur de la logique du futur. J'éprouvais un délice tel qu'on peut rarement espérer en éprouver, mais bientôt je me souvins quel instrument faible et sans valeur j'étais pour accomplir une si grande tâche, et à quel point j'avais peu d'espoir d'y parvenir. Et c'est sa vision des choses, avec toute la fausse modestie dont il est capable. Le calcul de la logique de Boole date de 1848, et la révolution qu'il implique par rapport à la logique d'Aristote n'est pas encore totalement digérée. Jevons admire Boole, mais il pense que la formalisation mathématique n'est qu'un artefact inutile. C'est à lui, Jevons, de l'en débarrasser. Et comme il connaît aussi De Morgan et Babbage, il va essayer de traduire la logique telle qu'il la comprend en une machine. La voici, cette machine. Vous comprenez pourquoi elle a été baptisée piano. Voici le clavier du piano. Ce ne sont pas des notes, mais des lettres, de A à D redoublées. Il y a un grand A pour la proposition A est vrai et un autre A pour la proposition A est fausse. Pareil pour B, C et D. On peut donc rentrer 4 prémices, les combiner et la machine calculera les conséquences. Voici le plan dans l'article que Jevons publie en 1870. Ce n'est pas très simple, mais tout de même, ce n'est pas aussi compliqué que la machine de Babbage.
Un qui n'est pas du tout convaincu par le piano de Jevons, c'est John Venn. C'est le Venn des diagrammes de Venn, comme on le voit sur ce vitrail installé en son honneur à Cambridge. Même si l'idée de représenter les propositions logiques par des figures n'est pas de lui, elle remonte à Leibniz. Voici ce qu'on lit dans son livre de logique en 1881. On doit aussi remarquer que si on fait appel, comme ici au diagramme, l'aide supplémentaire qui serait obtenue par n'importe quel système mécanique est vraiment très réduite. Il y a si peu d'efforts à se dessiner un nouveau diagramme à chaque occasion que cela ne vaut vraiment pas la peine d'aller chercher une machine qui fasse le travail pour nous. Il a raison, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'une machine pour combiner quatre propositions entre elles. On trace un diagramme des quatre propositions avec leurs intersections, on barre ce qui est faux, et il reste ce qui est vrai. Pour moi, si je voulais de l'aide pour construire ou utiliser un diagramme, je me ferais faire un tampon avec les diagrammes à 3, 4 ou 5 propositions. Ça m'économiserait quelques secondes de ne pas avoir à les dessiner. Et il suffirait ensuite de marquer ou d'ombrer les différents compartiments. Plus d'aide que cela ne servirait pas à grand-chose. Cependant, comme ce n'est pas ce que les gens entendent par machine logique, j'en ai fait deux pour donner une preuve pratique de la faisabilité. Et pend sur le bec de Jevons. La voici, cette preuve pratique de faisabilité. Il fait exprès de montrer une représentation à quatre propositions pour qu'on voit qu'il fait aussi bien que le piano de Jevons. Ce sont des diagrammes de Venn, à peine mécanisés. La leçon de Venn n'est pas immédiatement comprise, en tout cas pas par cet homme, Alan Marquand. Lui aussi il va de son piano. Vous voyez les quatre lettres majuscules pour les propositions vraies, les lettres minuscules pour les fausses. Il est plus compact, plus simple que celui de Jevons, mais il ne traite tout de même pas beaucoup de propositions. La critique de Venn est toujours valable. Le piano de Marquand n'est pas plus utile que celui de Jevons. C'est le genre de bibelot qu'on garde dans une maison qui ne sert jamais, mais qu'on ne jetterait pour rien au monde parce qu'on est trop habitué à le voir. Les pianos logiques restent, depuis leur invention, sur une étagère de l'histoire de l'informatique. Et pourtant, on aurait beaucoup mieux à montrer. La remarque qui suit n'est pas dans les livres d'histoire. Je l'ai trouvée chez un logicien belge, Robert Fay. L'article est publié dans la Revue néoscolastique de théologie. Dans ces domaines bien définis, la réalisation mécanique de certaines déductions n'offre rien d'irréalisable. Les logiciens qui s'égayent du piano logique de Jevons ignorent qu'il existe dans chaque cabine de signaux une véritable machine logique qui tire automatiquement les conséquences d'un signal donné, en empêchant la réalisation de signaux incompatibles avec lui. La sécurité des voyageurs ne serait pas assurée si le cabinier devait raisonner le fouillis de conséquences qu'un signal doit comporter. Il a raison. Ce ne sont pas quatre pauvres prémices logiques qu'un aiguillage doit gérer, mais des centaines de trains qui passent sur des dizaines de voies, et il vaut mieux que la conclusion soit correcte et que deux trains ne se retrouvent pas au même moment sur la même voie. Voici ce qu'on lit dans un manuel sur la sécurité ferroviaire de 1882. Il est impossible dans un travail comme celui-ci de donner une idée, même confuse, des combinaisons mécaniques par lesquelles on est arrivé à cet étonnant résultat. Il ne m'est permis que de constater l'influence véritablement surprenante qu'il a eue sur la quantité des accidents. À proprement parler, il n'y a plus de collision de gare là où le système Saxby fonctionne.
L'auteur du système en question qui a éliminé les accidents, c'est John Saxby. Le brevet de Saxby date de 1856, avant le piano de Jevons. Ce n'est pas le seul inventeur. Les premiers systèmes d'aiguillage sont apparus en 1837. Saxby est juste un des premiers dont le système a réussi commercialement. Donc, les machines logiques, sous la forme naïvement mécanique de Jevons ou Markov, ne pouvaient pas être utiles à grand-chose. Aurait-elle pu au moins aiguiller la recherche théorique sur la bonne voie? Presque, grâce à cet homme, Charles Sanders Peirce. C'est un mathématicien philosophe, peu connu, génial et sacrément prolifique. On estime qu'il a écrit dans sa vie de l'ordre de 100 000 pages. Tout n'a pas encore été édité, loin de là. Plutôt inadapté à la vie académique, il a quand même exercé brièvement comme professeur de logique à l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Assez longtemps pour influencer quelques étudiants, dont en particulier Alan Marquand, dont il a dirigé la thèse. En 1887, il écrit un article sur les machines logiques, dans lequel évidemment il dit beaucoup de bien de la machine de Marquand. Voici comment il conclut. Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de difficultés à construire une machine qui marcherait avec un plus grand nombre de termes. Mais à cause du grand nombre de manières dont les mêmes aires prémices peuvent être combinées pour produire différentes conclusions dans cette branche de la logique, la machine, dans son premier stade de développement, serait plus laborieuse qu'un métier à tisser, pour tisser beaucoup de couleurs avec beaucoup de navettes. Étudier comment passer d'une telle machine à une machine correspondante au métier de jacquard ferait beaucoup pour l'amélioration de la logique. Dans cette phrase, le métier à tisser n'est qu'une métaphore. Mais le choix de cette métaphore est intéressant. Il est parfaitement au courant de la machine de Babbage et de sa commande par carte perforée. On a juste envie de lui dire, eh bien vas-y, tu y es presque, fais-la cette machine binaire à carte perforée. D'autant qu'il est parfaitement conscient que la bonne analogie physique pour la logique, ce n'est pas la mécanique, mais l'électricité. Voici la lettre qu'il envoie à Marquand le 30 décembre 1886. Je pense que l'électricité est la meilleure des solutions. Vous voyez deux dessins. Celui de gauche, marqué figure 1, contient 3 composants en série. Celui de droite, 3 composants en parallèle. Comme il le montre dans les lignes suivantes, il a bien compris que la figure 1 correspond au et logique, la figure 2 au ou logique. On fait remonter habituellement la correspondance entre logique booléenne et circuits électriques aux mémoires de master de Claude Shannon en 1937. Il avait 21 ans. Et la lettre que vous voyez a été écrite 30 ans avant la naissance de Shannon. Le caractère de Peirce ne lui valait pas que des amis, son franc-parler non plus. Le choix de ces exemples en logique est souvent savoureux. Voici ce qu'on lit dans le même article sur les machines logiques. Il reprend le vieil argument sur le fait qu'une machine ne fera jamais preuve d'originalité, et il ajoute: nous ne voulons pas plus d'une machine originale qu'un entrepreneur ne veut d'un ouvrier original, ou qu'un conseil d'administration universitaire n'engagerait un professeur original. Si toutefois nous refusons de nous plier à la machine, la responsabilité complète de l'initiative reposera sur notre esprit, et c'est l'essentiel du travail. Peirce était bien un professeur original, et il a refusé de se plier. Au point, il a fallu que ses amis et anciens étudiants, dont Marquand, épongent régulièrement ses dettes et lui fournissent de quoi vivre jusqu'à sa mort. Ah là, si les logiciens ont anticipé l'avènement du raisonnement par les circuits électriques,
C'est bien qu'ils étaient en avance sur leur temps, non? Eh bien non, même pas. Cette fois-ci, c'est un physicien qui en fait la remarque, Paul Ehrenfest. Il écrit un rapport sur un livre théorique de logique publié en France. Il est légèrement ironique. On a, heureusement, perdu l'habitude de demander une quelconque utilité à toutes les spéculations mathématiques. Pourtant, il convient peut-être d'évoquer la question de savoir si de tels systèmes compliqués de prémices ne se trouvent aucunement dans la physique ou dans la technique. Et il me semble qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Un exemple. Soit la conception d'un schéma de connexion d'une centrale téléphonique. Il faut vérifier, premièrement, si elle marchera quelles que soient les combinaisons qui coïncident pendant son activité, et deuxièmement, si elle n'est pas trop compliquée. Toutes ces combinaisons sont des prémices, tous les commutateurs sont des ou logiques, incarnés en ébonite ou en laiton. Eh bien oui, le téléphone ayant fonctionné pour la première fois en 1878, la question s'était vite posée d'automatiser, dans les centraux téléphoniques, le travail consistant à mettre en contact les appels entrants et les destinataires, sans erreur d'aiguillage. Là encore, cet homme, Almond Stroger, n'est pas le seul à avoir proposé une solution. Plusieurs dizaines de brevets pour des commutateurs ont été déposés aux États-Unis entre 1880 et 1900. Le commutateur de Stroger que vous voyez ici est celui qui a eu le plus de succès commercial. L'histoire court que Stroger était entrepreneur de pompes funèbres à Kansas City. Un jour, un concurrent s'est installé et Stroger a perdu beaucoup plus de clients qu'il n'était raisonnable. Vérification faite, la femme du concurrent était opératrice à la compagnie locale de téléphone. Stroger était persuadé qu'elle détournait les appels des familles en deuil vers son mari. Et il a donc inventé un moyen de court-circuiter les opératrices. Cette jolie histoire est racontée un peu partout, mais je n'ai pas trouvé de preuve qu'elle soit vraie, ni de preuve qu'elle soit fausse. Bah aussi, j'ai pas trop cherché. Si les logiciens ne se sont pas demandé comment marchaient les trains ou les téléphones qu'ils utilisaient tous les jours, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de me montrer curieux.